habituellement, quand on fait des webinaires au Cifran, on est vraiment centré sur la NL et on prévoit 1 h 30. Là, quand j'ai vu la quantité de choses que vous vouliez transmettre, et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens intéressés, on a annoncé 2 heures. On est déjà aux 2 heures. Je vais dire 2-3 choses. D'abord, vous êtes très nombreux à être connectés. Certains ont dû aller se coucher parce qu'il était tard. On a parmi vous des gens qui sont enseignants de maths, d'histoire et pas de langue et qui étaient très intéressés d'avoir des recommandations sur des outils. On a des gens qui sont des praticiens ANL et qui s'interrogent vraiment sur la pratique ANL. Alors, on a un petit peu brossé tout ça. Je voudrais juste dire que on a des demandes ici beaucoup. Je vois dans la discussion qu'on m'envoie des messages sur les petits tutos que vous avez préparés, les petites recommandations, ce que moi j'appelle le contrat pédagogique. On a des collègues qui aimeraient bien profiter de votre travail parce qu'ils voient qu'ils vont devoir faire ça rapidement. Et si vous voulez bien partager ce genre de choses, on pourra jouer l'intermédiaire pour le rediffuser. John, si vous voulez bien, je veux juste évoquer 9 points que j'ai notés à la volée et si vous voulez bien ensuite peut-être faire un lien avec l'ANL par rapport à tout ça après. La première chose que j'ai relevée, vous êtes revenu souvent là-dessus, c'est ce que nous on évoque souvent dans nos formations en termes de contrat pédagogique. Il y a un contexte de travail particulier pour l'organisation avec le travail en ligne, sur l'espace de travail avec la famille, le bruit, etc. Je crois qu'il est très, très important de bien clarifier ce qu'on attend quant à la manière de travailler. Et ce n'est pas spécifique à l'enseignement en ligne, mais c'est d'autant plus important de le rappeler, je pense, par rapport au contexte. Je les prends en vrac, mes points. Deuxième point que vous avez mentionné, qui est intéressant, c'était ce message du jour en vidéo, parce que j'en ai fait l'observation ici chez moi aussi. Quand le prof envoie une petite vidéo sympa pour un peu dynamiser la journée, les journées vont vite être très longues, très répétitives. On perd un peu le sens du temps quand on sort plus de chez soi. Donc, j'ai noté que c'était quelque chose d'important à faire et ça rejoint nos routines ANL aussi. Troisième point que j'ai trouvé fort, vous l'avez tous évoqué, c'est l'entraide entre les apprenants. On a eu cette question dans la boîte aux questions, comment est-ce qu'on peut les faire travailler ensemble, les isoler. En fait, vous nous avez dit que ça se faisait très bien, qu'il ne fallait pas hésiter via Zoom ou WeChat à se donner des rendez-vous, échanger entre eux pour faire quelque chose et le ramener à la classe après. Il y a un point super important sur lequel Steve insiste souvent, c'est la charge computationnelle. Alors, en ce qui concerne les langues, très souvent, nous, on est critique avec des propositions de tâches, de choses qui sont dans les manuels ou qui sont très vite trop lourdes parce qu'il y a une opération cognitive complexe à faire, des contenus linguistiques nouveaux, des structures linguistiques complexes. Nous, on défend l'idée qu'il faut y aller petit à petits pas. Et quand vous avez parlé des apprentissages plus académiques, vous êtes aussi arrivé à cette idée-là, ne pas vouloir faire trop vite des choses trop complexes, y aller doucement, pas vite, et puis on y arrive beaucoup mieux comme ça, parce que s'il y a un échec, tout de suite il y a une démotivation, alors que le succès, même si c'est un petit succès, on rentre plutôt dans la courbe de la motivation. Vous êtes revenu aussi pas mal de fois sur l'idée de leur demander régulièrement ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie de faire en termes de planification de leur temps ou en termes de tâches ou de projets. Ça aussi, ça rejoint complètement la démarche de l'ANL, comme vous le disiez, John. Si on veut un engagement cognitif, il faut que les gens fassent ce qui les intéresse, parce que si ça ne les intéresse pas, ils seront présents physiquement, mais ils ne seront pas présents dans leur tête. L'erreur aussi, vous l'avez évoqué, c'est vraiment crucial. Alors, ils sont timides, pas timides. En fait, je pense que cette histoire de timidité masque beaucoup une vision qu'on projette de l'erreur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, pour nous, c'est très simple. L'erreur doit devenir un jeu. Et quand je dis un jeu, ce n'est pas tellement un jeu au sens ludique du terme, c'est plutôt un jeu au sens sportif du terme. Il faut apprendre à être en compétition avec l'erreur en permanence et avoir du plaisir à réussir justement à dépasser ces petites erreurs. Et voilà, c'est vrai de manière générale, c'est vrai pour les langues, mais certainement que le travail en ligne nous amène à vraiment reconsidérer cette culture occidentale, mais aussi asiatique, normative, très, très négative par rapport aux apprentissages, cette question de l'erreur. Vous avez aussi évoqué un point important, c'était l'individualisation des rétroactions, c'est-à-dire les retours ou les corrections, les travails à refaire qui sont très personnalisés. C'est quelque chose que nous, on fait de manière immédiate quand on corrige les phrases ou quand on remodélise des phrases proposées par les apprenants. Mais ça, c'est un ressort crucial, très certainement pour l'apprentissage de manière générale en ligne et en tout cas fondamental pour les langues. Et par rapport aussi à cette idée de les interroger sur ce qu'ils veulent faire, vous avez évoqué aussi cette idée de s'informer régulièrement si la manière de travailler leur convient,
quelle est leur manière de travailler et s'informer régulièrement sur leur motivation pour les remotiver. Donc ça aussi, c'est un des ressorts neuro qu'on évoque souvent. Et un dernier point que j'ai noté aussi, c'est l'efficacité des présentations orales. C'est des choses qu'on fait beaucoup, hein, beaucoup de mini-projets ou en tout cas de projets d'étape en ANM. De mini-projets consistent en des présentations en groupe et en discussion de choses qui ont été réalisées. Et c'est ce que vous recommandez aussi. Donc voilà des points de convergence que je trouve entre les recommandations de l'ANL et des pratiques que vous avez déjà et sur lesquelles je pense qu'il faut accentuer, insister par le fait qu'on est maintenant tous en ligne. Deux questions avant de laisser la parole à Mme Netton pour la conclusion. Ouais. D'abord, vous dites qu'il faut être un peu plus prudent dans les commentaires, il ne faut pas culpabiliser les étudiants, les élèves, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas… donc, première question, c'est en quoi ces commentaires-là sont bien différents de ce que vous faites dans la salle de classe? Est-ce que vous aviez senti le besoin de blâmer davantage parce qu'ils sont moins assidus? Enfin, j'aimerais avoir des réponses là-dessus. Et après, qu'en est-il des évaluations de ce travail à distance par rapport au travail en présentiel? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Alors, ce sont mes deux derniers commentaires, si on veut. Je peux prendre la parole si tu veux. Sur le blâme, parce que c'est moi qui ai parlé un peu de ça, c'était plus dans la relation avec les parents, en fait. La direction nous a demandé de ne pas perdre contact avec les parents. Et du coup, il y a des emails qui ont été envoyés par moi et puis aussi par d'autres personnes de la vie scolaire en demandant aux parents pourquoi leurs enfants ne rendaient pas le travail, pourquoi, etc. Et ces emails étaient en fait trop violents pour les parents. Du coup, on n'a plus de réponse du tout de ces parents. Ça a coupé la communication. Et c'est en ça que je trouve que, voilà. Mais sinon, tu as raison, on n'est pas dans la répression d'habitude, donc ça ne change pas par rapport aux élèves. Mais c'est plutôt dans la communication avec les parents où j'ai pu avoir un email ou deux. Je pense à un enfant qui, en fait, je ne savais pas, qui était uniquement avec ses grands-parents et qui était uniquement avec son téléphone pour pouvoir faire son travail. Et ça, les parents ne nous ont pas expliqué parce qu'ils avaient honte d'avoir laissé leur enfant tout seul en Chine avec les grands-parents. Et eux, après, se sont retrouvés coincés, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc tout ça, en fait, c'est stupide d'envoyer des messages agressifs aux parents qui, du coup, répondent plus du tout. Ouais. Du coup, ça peut être intéressant aussi de commencer par s'informer sur les conditions techniques dont disposent les gens ici ou là. S'informer parce que si effectivement ils vont pas le dire et puis on va tomber sur ce genre de mauvaise surprise. Okay. Et l'autre question, j'ai oublié ce que c'était. C'était sur l'évaluation. Donc, à vous quatre, est-ce que vous avez eu des évaluations après 6 semaines comme ça et qu'est-ce que ça donne? On sent qu'il y a une mise à niveau vers le bas, un nivellement vers le bas, mais il y a forcément du positif parce que les enfants sont à la maison avec leurs parents probablement. Alors, il faut voir ça dans sa globalité. Mais du point de vue strictement scolaire, si on veut, là, est-ce que vous avez des données à partager? Est-ce que ça va bien en général? Nous, c'est en contrôle continu. Ils n'ont pas d'examen, on va dire, finaux, comme d'autres matières à l'université. Donc, c'est en contrôle continu. On fait pratiquement la même chose, mais quand même en plus léger. C'est-à-dire que puisqu'il faut recréer tous les tests, toutes les évaluations en ligne, c'est énormément de travail. Pour vous donner une idée, j'arrive à bien maîtriser maintenant, mais je mets à peu près 2h30 pour créer un test qui va durer 10 minutes ou un quart d'heure maximum. En fait, j'ai décidé, donc les mêmes compétences exactement sont évaluées, ça ne change pas. Mais par contre, c'est des petits tests, des petits quiz quasi chaque semaine qui vont prendre 10 minutes ou un quart d'heure maximum en classe. Parce que je ne pourrais pas leur demander, comme en classe, bah, vous faites ça pendant 1 heure. Ça, ce n'est pas possible puisqu'ils sont en ligne, c'est dans leur temps de classe. Donc, en fait, je coupe vraiment, je coupe la longueur et je coupe en temps aussi. Donc, ils ont beaucoup d'évaluations très rapides. 15 minutes maximum. Ça évite aussi la tricherie, dans notre cas, avec un public universitaire. On triche beaucoup.
Je le dis, je l'assume. Donc, voilà. Donc, il y a des moyens de les faire, entre guillemets, un peu moins tricher, à savoir évaluation en temps réel et très courte. Comme ça, ils n'ont pas le temps de trop s'envoyer des WhatsApp. Voilà. En ce qui me concerne, c'est un peu ça. Mais évidemment, au primaire, c'est différent. Oui, effectivement, en primaire, nous non plus, nous n'avons pas de test de français à la fin de l'année, ni même à la fin de leur cursus primaire. Mais donc, on a tout descendu, hein, toutes nos attentes, on les a vraiment, vraiment rabaissées au maximum. Donc, moi, personnellement, je fais des Google Forms. Donc, c'est sous forme de petits quiz, des tests. Je rajoute des vidéos, des audios. Je pose des questions sur ce qu'ils voient. C'est peut-être plus ou moins en lien avec le DELF aussi, jusqu'au niveau A2. Donc, on essaie quand même sans leur donner de notes, mais au moins avoir nous du matériau suffisant pour faire quand même une vérification de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils n'ont pas perdu aussi. Et puis, mais c'est sans notes en fait. Ce ne sera que des feedbacks écrits, toujours très positifs. Donc, on n'a pas vraiment de données par rapport à ça, non. Après, on peut prendre des questions de tout le monde. Là, on peut demander à l'ensemble des participants de nous envoyer leurs questions qu'on mettra sur Google, peu importe. On mettra ça sur notre site. Parce que je vois Kazumi qui est avec nous. Pour elle, il est déjà… Ça pourra servir ça pourra servir de matière au prochain webinaire dans 1 mois. Alors, on pourra réinviter tout le monde, mais on peut prendre 2 minutes là avec Franck et Madame Netton peut-être. Je suis disponible en ce qui me concerne. Concernant les élèves à besoins particuliers, notamment ceux bénéficiaires de PAP, PPS ou PPRE. Il faut que tu précises parce que on a des gens qui ne savent pas ce que c'est que PPS, PPRE. Les élèves à besoins particuliers bénéficient de dispositifs permettant de compenser leurs difficultés. Est-ce que l'une de vous a des élèves 10 porteurs de troubles et bénéficiaires de l'un de ces dispositifs? Et est-ce que… Ouais, pas cette année, mais par contre, on a une enseignante spécialisée qui prend en charge un enfant dans ma classe qui n'y arrive pas. Donc, c'est l'enfant qui n'a que son téléphone pour travailler. Et donc, elle suit cet enfant 1 heure par jour et elle accompagne un certain nombre d'enfants comme ça qu'elle accompagnait déjà. En fait, elle a repris l'accompagnement de ces enfants à besoins spécifiques au sein du LFS. Et en plus, on a l'accompagnement des enseignants FLE, donc ils continuent leur travail avec les non-francophones. Nous, en maternelle, on fait le FLE, on fait l'enseignement spécialisé parce que nous n'avons pas la chance d'avoir d'autres enseignants. J'ai un collègue qui a un enfant un peu particulier et je sais qu'il lui demande beaucoup de temps, de relation avec cet enfant et la famille. Voilà, c'est un peu ce qui est prévisible quand même, c'est que, en tout cas pour des élèves on va dire, primaire et collège essentiellement, c'est que s'il existe comme difficulté de la fatigabilité, de la fluctuation de l'attention, de la lenteur au niveau de l'écoute, de la lecture et de l'écriture, avec le cadre changé, le fait qu'il n'y a pas le pédagogue à proximité, on pourrait avoir cette majoration-là. Et puis éventuellement, donc, ces habitudes des parents qui ne sont pas tous, qui ne sont pas tous enseignants, qui n'auraient pas les bonnes méthodes pour les inciter. Oui. Mais même pour des enfants, on va dire, sans besoin particulier, moi j'ai eu le cas d'une petite fille qui était en France chez ses grands-parents. Bon, en grande section, on commence un petit peu à écrire et c'est une élève très studieuse. Hein. Et son papa m'a envoyé un message d'alerte un soir en se demandant si elle n'était pas dyslexique. Donc j'ai dit, oula, non. Parce que les grands-parents, en fait, insistaient à la faire écrire. Et je me suis dit, oh là, ils ont encore dans leur tête leur vieille page d'écriture. Hein. Donc c'est plutôt comme ça à l'école maintenant. Donc voilà, il y a aussi ce lien à faire avec les familles sans besoin particulier. Voilà, faut aussi tutorer les parents souvent. On me posait la question pourquoi j'ai fait cette petite remarque critique sur Duolingo et ce genre de petites applications pour apprendre des listes de vocabulaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les fondamentaux de l'ANL,
Notre point de départ, c'est la distinction mémoire déclarative, mémoire procédurale, des processus cognitifs dont on a conscience, qui sont finalement une assez petite partie de ce qui se passe dans notre système de pensée ou cognitif, et une grosse partie de choses qui ne sont pas conscientes et qui sont à l'œuvre quand on joue de la musique, on fait du sport, on fait la cuisine, et aussi quand on parle une langue, en fait. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, on accentue beaucoup cette dimension d'apprendre des mots, plein de mots, et ça se fait de manière consciente, et ça se stocke dans une mémoire dite déclarative, si on peut simplifier. Mais ce qui est crucial pour pouvoir communiquer avec les gens, c'est de pouvoir articuler les mots les uns aux autres. Cette fameuse grammaire interne qui a été évoquée par John au tout début de notre rencontre. Et la grammaire interne, on ne peut pas la développer en apprenant par cœur des listes de mots. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Pour développer la grammaire interne, il faut d'abord utiliser des phrases complètes, mais surtout, il faut qu'on ait un message. Et c'est par les échanges de messages que, sans porter attention au contenu linguistique, petit à petit, se met en place des automatismes langagiers qui nous permettent d'interagir rapidement et avec précision. Voilà. Donc, non pas qu'il faille mettre tout à la poubelle quant à des activités lexicales ou autres, mais simplement comprendre que ce n'est pas parce qu'on apprend par cœur des milliers de mots qu'on va pouvoir être capable de communiquer en langue. Et puis le pire, c'est que ces mots, on les oublie vite et en plus, on les retrouve facilement. Alors que des structures de base qu'on a dans notre tête qui nous permettent de communiquer sans y penser, ça c'est crucial. Et il n'y a pas d'autre moyen, en tout cas démontré aujourd'hui, d'assimiler ça que les interactions entre êtres humains, peut-être humain-machine, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un certain nombre de paramètres du langage. Voilà, sous le couvert de Steve, Franck et puis tous les spécialistes qui sont avec nous. Moi, je crois que probablement, d'abord, il serait une bonne idée pour chacun de vous de regarder vos suggestions et de les mettre en rapport avec les 5 principes. Et jusqu'à quel point est-ce que ceci aide ou a un lien avec les 5 principes de l'approche? Parce qu'il y a une grande variété de choses. On voit les choses qui peuvent vraiment aider à développer la langue. On voit aussi certaines choses qui ne sont pas si bon, si vous voulez. Et donc, je crois aussi qu'il serait une bonne idée pour vous de continuer vos discussions et de mettre ensemble toutes les suggestions que vous avez écoutées et d'évaluer ces suggestions encore avec les 5 principes en tête. Mais il y a certainement des activités qui aident à développer une communication spontanée. Mais il y a aussi certaines activités suggérées où il n'y a pas assez de langue. Il faut regarder, par exemple, vos projets. Ce n'était pas juste quelque chose qu'on présente qui est visuel. On devrait avoir une partie orale et une partie écrite avec chaque projet afin de le faire intégrer avec le développement de la langue. Il y a aussi l'utilisation de certaines activités qui sont déjà faites. En général, ces activités ne restent pas sur les principes de l'approche. Et donc, vous avez là certaines choses qui ne vont pas exactement avec l'approche. Vous avez peut-être des fiches à compléter, des choses trous à compléter. Il faut bien regarder ces types d'exercices pour voir si c'est une connaissance déclarative qu'on est en train de développer ou si c'est vraiment la communication spontanée. Mais comme j'ai dit, vous avez fait un travail énorme, un travail incroyable. Et je crois que vous devriez continuer dans cette direction. Vous pouvez, comme j'ai dit, comparer vos suggestions, évaluer vos suggestions et peut-être avec l'aide de Steve et Olivier, produire une brochure ou un guide sur les meilleures pratiques à utiliser pour faire l'approche, pour faire apprendre à parler, à communiquer en français
en ligne. Donc, je vous remercie de votre grand travail. Merci à vous tous qui avez nourri ce séminaire. Il y a beaucoup d'informations. Je vois que tout le monde nous dit laisser des choses en ligne, etc. Bien sûr, il y a des liens, il y a des témoignages. On va faire un petit dossier qu'on mettra sur notre site internet. Je ne sais pas encore si ce sera l'intégralité de cette vidéo ou peut-être une synthèse, petite fiche de synthèse et puis des réponses écrites à vos questions. Et on espère que ça pourra aider un maximum de profs, de familles, d'enfants, d'adultes. Enfin, on a tous besoin de se soutenir les uns les autres en ce moment et ça a toujours été ce qui nous a animés depuis le départ pour la création de ce centre. Donc voilà, on essaie de faire notre travail et puis merci à vous pour bien avoir voulu partager tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Qu'on pourrait faire, Olivier, peut-être aujourd'hui, si on a le temps, ça serait d'envoyer un document à tous les participants en leur demandant de nouvelles questions pour le prochain webinaire, peut-être, parce qu'on a une liste de questions encore. On peut aller beaucoup plus loin dans la discussion et je pense que ça mérite d'aller plus loin, justement. Alors, on va vous envoyer un document. Hein, Olivier, on peut préparer ça. Alors, c'est pas compliqué. On va déjà travailler à synthétiser tout ça et puis ouvrir la porte pour, comme tu suggérais, justement, les allophones, les immigrants, etc., peut-être recentrer davantage. On essaiera de le faire plus court la prochaine fois. Là, on a été pris un peu, on a répondu à une demande qui a surgi d'un coup. Oui. Et on va continuer ce travail. Alors, au revoir tout le monde. Merci pour votre grande participation. On reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et puis, on s'inspire vraiment de tous vos contextes pour essayer d'enrichir et partager les connaissances. Ouais. Au revoir. N'hésitez pas à nous retourner des points d'amélioration. Hein. Moi, je suis prenante, donc c'est très intéressant d'avoir votre retour aussi de professionnels. Nous, on n'enseigne pas que la langue, mais c'est vraiment intéressant d'avoir un retour. On enseigne toutes les matières. Donc. Éventuellement, ça va être le même cas au Canada. Ça se prépare. Alors, on va rassembler encore des gens au Canada ici, dont certains qui travaillent avec l'ANL. Alors, ça va être super intéressant. Là. Merci. Allez vous coucher, ceux qui sont en Asie, et puis ceux qui sont en Amérique, c'est le temps d'attaquer l'après-midi.